Salut à tous, c'est l'Omniscient, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un Mon Avis Sûr qui sera aujourd'hui centré sur Pic-au-Vent ne répond plus. Comme d'habitude, si vous n'avez pas écouté le calendrier, ne regardez pas cette vidéo. Si vous la continuez, je considère que vous l'avez déjà écouté ou que vous en fichez d'être spoilé. Aussi, comme l'indique le titre du format, tout cela ne relève que de mon avis, qui n'est pas objectif et évidemment ne le sera jamais. Allez, tout ceci ayant été dit, on peut commencer. Pic-au-Vent sort pour la première fois le 1er décembre 2019, après une pause d'un an dans le rythme calendaire suite à la web-série. Les épisodes sortent à 17h30 après une vidéo annonce qui présentera aussi les ambitions de Super Flame, sortie elle le 4 novembre de la même année. La série continuera son chemin jusqu'à sa première édition en livre, annoncée le 23 février 2021, mais présente dès le 3 sur Amazon. La série bénéficiera tout naturellement d'un portage sur Tellington. 2 ans après les événements survenus en 2017, l'équipe de l'inspecteur Bloom et de l'étrange Andrew Bennett se retrouve confrontée à un nouveau mystère. Le petit village de Pic-au-Vent, situé plus en amont dans les montagnes, ne donne plus de nouvelles. Les policiers de Marmottin lancent donc une expédition pour découvrir ce qui se trame dans ce village. Bravant la tempête, ils découvriront lors de leur périple qu'une fois encore, des phénomènes surnaturels sont de la partie. Il y a 2 réussites dans ce calendrier, ce qui en fait un absolu banger. Commençons par la première, les bases. C'est ahurissant à quel point ce calendrier respecte les bases, que ce soit en reprenant celles du passé ou en posant pour le futur, surtout pour le mystère marmottin. D'ailleurs, depuis l'écoute de ce calendrier, je suis persuadé que les calendriers marchent par paire, vraiment, j'en reparlerai mieux dans ma vidéo Le passé et la suite du SSU. Mais étayons un peu ces premiers propos. D'abord, reprendre les bases. La série respecte bien ce qui s'est déroulé dans le passé de son univers, aussi bien avec des rappels fréquents du calendrier, via le traumatisme des habitants, le nom des victimes dans la mairie, la tension qui arrive dès la balle dans Bloom. On sent que personne n'a oublié ce qu'il s'est passé et que ça reste encore très présent dans la tête des protagonistes et de l'esprit collectif du village. Puis, ça respecte aussi ce qui se passe dans les sorties d'entre-deux, via le rappel d'Alias qu'il a reçu des rapports concernant l'activité de Bennett à Montpellier et à Castel-les-Pins. On part donc sur un postulat de base qui respecte ce qui a été construit par le passé et qui veut ajouter sa pierre à l'édifice. Parlons-en. Ces rapports amènent donc Alias à annoncer qu'une organisation contenant les menaces magiques a été créée, provenance des infos sur Andrew. On pose là la première nouvelle base de ce calendrier, la première d'une longue série. Je m'en vais vous les compter, mais avant ça il me paraissait important de vous préciser que je ne comprends évidemment pas ici ce que la série introduit pour sa propre suite et qui obtient ou non une réponse dans le cadre de cette dernière, ça c'est le sujet de l'autre partie. Bien, ceci dit, allons-y. D'abord la DPA donc. Déjà, en causant de division Plume d'Argent, on peut parler de son nom, qui pose les bases des Gadia. Ensuite, la division magique a des dirigeants, l'État français. Un autre point qui sera fortement réutilisé à l'échelle de l'univers, notamment le préfet dans le mystère marmottin, encore plus fortement dans le dernier calendrier. Ces intérêts ministériels posent aussi des bases d'alliance, de contre-alliance et de trahison au sein de la DPA, quelque chose qui sera exploité dès ce calendrier, mais aussi plus loin, avec en premier lieu le rapport de force Sattler-Phileas. La peur d'Alias envers ses hommes aussi, il a d'ailleurs déjà commencé à repérer ceux à qui il peut vraiment faire confiance, ceux qui portent la chevalière Plume d'Argent, une quête de confiance qui ne se terminera jamais dans le futur. Et puis la DPA porte des hommes aussi, Phileas et Sattler, déjà cités, quelques personnages de fond comme des colonels dont on n'entendra plus parler, mais aussi des personnalités telles que Wooden. D'ailleurs, en évoquant Klaus, on peut rajouter qu'il apporte avec lui les bases de cercles obscurs terrestres, qui seront beaucoup reprises en Talion l'exilé, les dossiers de la DPA, etc. Puis un peu plus impactant, les escouades. La première, Beckett, Anderson, Antoine, Yubvig et Hartmann, même si c'est surtout les 2 derniers noms qu'on retiendra. La deuxième, Rottweiler, Doberman et King Charles, les chiens de Sattler, les Cerbères, qui d'ailleurs, tous réunis, donnent un bon avant-goût d'un certain Talion. Ces nouveaux personnages induisent des événements, un en particulier, le Mali. Plutôt l'opération ratée pour supporter la tentative de putsch de Kofi Annan, un abominable incident que tous semblent connaître et avoir vécu, orchestré d'ailleurs par la DPA. Une nouvelle fois, les trahisons et intérêts se mêlent de la partie. Et pour finir, ces hommes et ces événements amènent à des actions, notamment la plus marquante de toutes, le protocole Centurion. Il marquera aussi bien les auditeurs que les personnages et il sera réutilisé à de nombreuses reprises dans la suite du SSU, perdant au fil du temps un peu de sa valeur. Voilà pour ce que la DPA amène, mais la série présente aussi d'autres éléments via d'autres biais.
D'abord des éléments liés à la ville, Tassier qui évoque le manque de matériel anti-émeute à Marmottin dû à la nature calme du village, clin d'œil à la révolution lancée par Darmin, mais surtout les grandes révoltes du mystère Marmottin. Et justement, Darmin, parlons-en, toujours présente aujourd'hui, elle jouera un rôle important dans le mystère Marmottin et Triste Blizzard, avec une évolution sans pareil. Et ses lecteurs ou détracteurs gagnent en nombre aussi, que ce soit l'introduction dans les rangs de la police de Leblanc, mais aussi du maire Fabrice Pavier, qui sera également présent l'année suivante. D'ailleurs, son successeur aussi est présent, mais qu'il prenne assez cher par les Cerbères, il survit et deviendra une figure majeure de Marmottin, je parle bien sûr de Gérard Vinci. Et pour finir, des éléments liés au confinement. D'un point de vue protagoniste, on en sortira de pic au vent avec deux des personnages les plus appréciés, Fonck et Oswald. Le vieux bougre qui apportera avec lui son lot de mystères, mais aussi de connaissances, posant des bases sur le reste de l'histoire des deux Kippas. Puis parlons de personnages emblématiques, parlons Rico. Il débutera en audio à ce calendrier, du moins de façon impactante, et il sera par la suite présent quasi partout. Du côté méchant, on reverra Boglov dans la continuité du calendrier et dans le précédemment de bien d'autres retours, malheureusement. Mais il ne viendra pas seul, avec lui son fils, Maxime, enfin plutôt Alexei. À mon plus grand désarroi, nous ne reverrons jamais ce dernier par la suite, mais qui sait, peut-être reviendra-t-il un jour, ça c'est parce que j'aime les enfants. Avant-dernier point, encore plus de teasing d'Agadia. On appréciait déjà le nom de la DPA, mais on peut aussi parler d'Andrew qui mentionne des mondes, en parlant des créatures. D'ailleurs, Andrew sera décrit comme le gardien de la bibliothèque des livres interdits, une référence au contenu de sa porte, mais qui deviendra au final une phrase à double tournure avec Lore of Egadia et ses nombreuses révélations sur le panthéon des dieux. Et puis, élément un peu tiré par les cheveux, mais que je le note quand même, le manoir de l'histoire appartenait il y a fort longtemps au duc Ambroise de Pic-au-Vent. Sans doute une coïncidence, mais quand on sait qu'Ambroise Bennett et sa famille ont fui Egadia par la croisée, aux portes de Marmottin et donc de Pic-au-Vent, on ne peut que souligner le parallèle. Allez, puis j'ai lu depuis le début et je parle de tout sauf de ça, mais évidemment ce calendrier introduit l'homme au visage à moitié masqué, possédant des yeux dans lesquels on peut voir la voie lactée, l'omniscient. Je l'ai gardé pour la fin, non seulement parce que je pense que c'est logique, mais surtout car en rétrospective, je ne m'étais pas souvenu d'à quel point l'omniscient est mis en avant dans ce calendrier. Il est cité très tôt et revient très souvent dans la série. Il aiguilla Oswald, il indiqua Anthony, Sattler et Andrew le connaissaient, il ne peut pas lire dans Boglov et d'ailleurs ce dernier fait tout pour le croiser. Il apparaît même 2 fois dans l'œuvre, avec l'une d'entre elles où il joue un rôle majeur puisqu'il apporte un vrai coup de pouce au destin en faisant revenir Oswald, on en reparlera. Bref, ce calendrier a bénéficié de 3 énormes phases, celle du Mali qui revient très régulièrement et celle de l'omniscient. Résultat aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'ont été développés, et paradoxalement, c'est le troisième point important, la DPA et la trahison, qui a été repris pour les calendriers suivants. Ce qui me fait questionner davantage si plus de focus sur l'omniscient était posé, qu'est-ce que ça donnerait ? Lore of Egadia apporterait peut-être des réponses. Quant au Mali, un bon dossier de la DPA en somme, après le très bon que nous écoutons en ce moment, ne serait pas de refus pour exploiter cet événement. En tout cas, vous l'aurez compris, ce calendrier s'est efforcé de construire des bases extrêmement solides pour l'avenir qui ont joué un rôle très important par la suite, principalement dans le mystère Marmottin qui lui répond beaucoup. Et le plus impressionnant au-delà de la quantité folle de nouveaux éléments, c'est la façon avec laquelle ils ont été introduits. Toujours de manière si fluide, sans déranger, embêter le scénario, sans faire tâche sur les intrigues, sans paraître forcé à nos oreilles. Toujours en ayant un propre sens dans sa série, avant que nous découvrions qu'il en avait aussi dans beaucoup d'autres. Mais ça, c'est uniquement l'aspect maîtrisé et grandiose de comment l'œuvre s'inscrit dans l'univers. Parlons maintenant de comment elle s'inscrit vis-à-vis d'elle-même, les éléments qui débuteront ici et qui s'y termineront aussi, nouveaux ou non, et comment même sans l'existence d'un SSU, cette œuvre est un must-listen dans l'histoire des fictions audio. Deuxième réussite de Pic-au-Vent pour moi, son scénario. Alors je sais, dit comme ça on va me dire, mais c'est une histoire l'Omni, évidemment la qualité du scénario influe sur la qualité de l'œuvre, c'est sa base même. Certes, déjà parlez moins vite. Mais déjà, toutes les intrigues ne sont pas d'office cueillantes. Puis même si elle l'est, encore faut-il savoir raconter l'histoire dans le temps imparti, sans en faire trop, ni pas assez, sans que ça paraisse forcé. Pour ça, faut une narration et des dialogues aux petits oignons, et le combiné donnera normalement un beau développement de personnages, voilà, c'est ça qui fait un bon scénario. Toutes les histoires ne remplissent pas à merveille ou quasi-merveille chacune de ces qualités. Pour certaines, un côté penche plus que l'autre, un critère manque à l'appel, bref, avoir le whole package, c'est pas chose aisée. Il faut du travail et une réflexion globale à l'échelle de l'œuvre pour que chaque critère puisse être amené au maximum des capacités de l'autre. Non, je fais que dire des conneries tout à l'heure. 2000 years later. Mais quand c'est le cas, ça se remarque, ça donne de très bonnes histoires. Maintenant, vous l'aurez compris, j'ai cette opinion sur Pic-au-Vent, celle d'un scénario qui est réussi, couplé à une vision à l'échelle d'un univers bluffante. Mais si je vous disais qu'en fait Pic-au-Vent, ce n'était pas un scénario, mais 2 scénarios. Effectivement, après réflexion, je trouve que le calendrier réussit en 24 épisodes à raconter 2 histoires bien différentes, bien distinctes, qui en plus ne sont pas réellement dépendantes l'une de l'autre. J'ai pas l'impression d'assister à un duplex quand j'écoute Pic-au-Vent, mais un choix à chaque début d'épisode que fait l'auteur, on raconte quelle histoire cette fois-ci. Le meilleur exemple de tout ça, c'est que dans cette œuvre, les épisodes coupés en 2 ou qui font des va-et-vient sont bien inférieurs au choix d'un épisode centré sur un lieu. Maintenant, je disais plus haut que ce n'était pas réellement interdépendant, laissez-moi m'expliquer. Au début de la série, c'est une base commune.
la coupure téléphonique amène l'intrigue à se déplacer à Pic-au-Vent et on pourrait croire qu'elle va y rester. Surtout qu'avec le nombre de personnes présentes dans l'équipe envoyées sur place, il y avait moyen de split l'intrigue en plein de petits groupes pour ne pas créer un enlisement et de la redondance. Et c'est ce qui se passe jusqu'à l'épisode 6 d'ailleurs. Sauf que quelques morts plus tard, ça ne s'est pas passé comme ça. Assez vite, le huis clos de Pic-au-Vent est arrivé, sauf qu'assez vite, un autre point très positif de l'œuvre est arrivé, le constant danger sur place. C'est impressionnant de constater que dans le village perché de montagne, décrit comme si calme, sous très haute surveillance mais qui justement apporte sérénité à ce dernier et qui n'a pas connu d'événements graves depuis des dizaines d'années, chaque pas peut tracer plus ou moins vite un sillage vers la mort. Durant les 20 épisodes passés à Pic-au-Vent, on aura peur chaque instant pour tous les personnages. Car entre les intempéries hivernales, les prisonniers séparés en deux qui ne feront pas de quartier, dont un groupe mené par le terrifiant Nicolas Boglov de retour, tout ça régi par la violence sans fin des faucheurs et de leur mère qui peut frapper à n'importe quel instant, tout est danger. Tout est danger, si bien que la barrière infranchissable sous peine de mourir, le ciel Oswald qui fume Rico, les prisonniers quand ils ne sont pas armés ou qu'ils se battent entre eux, ce sont des bombes humaines ou des accros à la récompense qui deviennent complètement ingérables. Puis, on finit par relâcher son attention quand on arrive dans une maison où la seule personne qui s'y trouve est un enfant qui a perdu ses parents. Oui, sauf que cet enfant, c'est le fils de Nicolas Boglov, Alexei, et il ne fera pas questionner, il agira en tuant Hudson dans le manoir. Durant toute la durée de la déambulation marmotanaise à Pic-au-Vent, on ne peut pas relâcher l'attention une seconde sous peine d'être frappé par un nouveau drame. Aller pisser, rester dehors, juste prendre un bâton d'une personne de confiance, tout est danger, tout est mort, ou presque. Ce danger constant, il amène donc à des pertes, beaucoup de pertes. Et assez vite, les groupes se rétrécissent, les personnages qui restent doivent être assez intéressants à l'écoute pour faire plus d'un épisode. Au final, le seul qui restera sera Fonk, car c'est Monsieur Canard, mais au fond, qui dit qu'il n'aurait pas fini, comme tous ses autres camarades, Wolf, Mendes, Odin, sans cette paternité. Et même protégé, on ne l'est pas vraiment. À peine l'escouade arrivée, Beckett meurt. Échange de balles, Anderson et Wooden meurent. Capturé dans une grotte, c'est Antoine qui périra. Là aussi, seuls les personnages les plus appréciés resteront, Yubvig et Hartmann. Mais il ne faut pas être particulièrement impliqué dans tous ces conflits pour y passer. Rémi, le jeune pompier pilote de l'hélicoptère, se fera aussi déchiqueter par un bébé faucheur. Alors avec toutes ces pertes, il est juste de se demander, est-ce qu'on s'attend toujours à être surpris ? Eh bien oui, car même si on sait que la mort peut toucher n'importe qui, on t'attend pas à ce qu'elle épargne les personnages qu'on aime bien, les protagonistes du récit. Plus d'une fois, Alias, Andrew ou Bloom manqueront d'y passer. Tassier faillit aussi lorsqu'il entra en contact avec le bâton d'Oswald. Puis justement, Oswald, on commençait à l'apprécier, plus les épisodes passaient et plus on l'aimait. Et pour une rare fois, il n'y avait plus de danger, mais même quand rien n'est inquiétant à Pic-au-Vent, la fatalité est toujours là. Oswald se suicide pour libérer le village, il échoue à sa mission et maintenant il sait que le seul moyen de contrer l'attaque sur Marmottin et bientôt la France, c'est de se sacrifier. Il n'hésite pas et y va. Pic-au-Vent c'est ça, des morts, des morts, des morts. En plus, avec le talent d'écriture de Super Flame, pas besoin de connaître un personnage depuis 50 ans pour être affecté. Rico qui manque d'y passer, on est triste. Beckett qui supplie son chef de l'abattre, on est triste. Alan Williams qui finit par se faire avoir, on est triste. Ce rétrécissement à Pic-au-Vent amène donc l'histoire à avoir besoin d'un autre pan, un autre point de vue pour aérer le récit. Généralement, la caméra fait des va-et-vient dans un récit complémentaire, les actions que le groupe A fait, le groupe B en subira les conséquences, etc. Sauf que dans Pic-au-Vent, c'est deux caméras qui existent. Certes, ce qui se passe à Marmottin est intrinsèquement lié à ce qui se passe à Pic-au-Vent, mais il ne faut pas oublier qu'au début c'était l'inverse. Ainsi, il n'y a pas vraiment de déclencheur dans cette histoire, simplement deux histoires parallèles avec des ponts. D'ailleurs, là je vais prendre à l'échelle du récit, mais je suis sûr que si on prend plus de hauteur, on arrivera à voir que les deux lignes partent du même point, le calendrier avant la fin des temps, voire avant. Ainsi, si on revient sur la série, que dire du point de vue Marmottin ? Eh bien, quasi autant de choses que le point de vue Pic-au-Vent. Suite à la coupure téléphonique puis électrique de Pic-au-Vent, le groupe Marmottin décide de se rendre sur place pour voir ce qu'il s'y trame, faisant également suite à la balle reçue par Nathan et tirée par un policier de Pic-au-Vent. Alors que la caméra part sur Pic-au-Vent pour 3 épisodes consécutifs, on pourrait croire qu'elle revient sur Marmottin à l'épisode 7, quand en fait elle s'est simplement séparée en deux au moment du départ de l'expédition. Effectivement, tenus par le trio Pavier, Leblanc et Darmin, les protagonistes de Marmottin vont devoir gérer la ville en l'absence de nombreuses figures importantes, sans même savoir qu'ils vont avoir leurs propres préoccupations. Assez vite, alors que l'expédition ne répond plus, Leblanc se doit de rassurer ses hommes et les familles, une peur qui va s'étendre au village quand Cassandra fera publier des journaux incendiaires sur la gestion de la police et la mairie. Et le maire justement, il doit désormais se retrouver à devoir gérer une population pris de panique. Que fait-il ? Pas le choix, il appelle le numéro de la carte noire, et c'est là que l'intrigue Marmottin débute. D'ailleurs, je profite d'évoquer la carte noire pour parler de l'efficacité des mystères dans cette œuvre. Entre la carte, les sacs de sel rassemblés, l'emphase autour du Mali ou de l'omniscient, le malaise de Phileas, j'en passe, ça ajoute son lot de réflexion et de peur qui n'est pas négligeable. Même si la mission de la DPA, une fois le protocole Centurion mis en place, sera de retrouver et rapatrier l'expédition tout en éliminant la menace de Pic-au-Vent, il se passera un paquet de choses à Marmottin absolument pas liées à ça.
le maire menacé par Phileas qui prendra sa fille comme point de soumission, le blanc qui restera seul homme intègre et qui est pas passé loin lui aussi de se faire avoir, effectivement il fouinate auprès de Guinard, colonel machiavélique qui ne voulait faire que du mal à la population et prendre plus de pouvoir, quitte à tuer un de ses hommes. Et puis le village en aura marre, plein d'événements eurent lieu, tous créèrent de la frustration du côté marmotanais comme du côté des PA, une frustration qui finira par être soulagée lorsque les Cerbères torturèrent les chasseurs, suite à la révolte de fin de calendrier. Cerbère chapeauté par Sattler, qui lui aussi amena son lot de problématiques, notamment lorsqu'il trahit la DPA en tuant par mégarde, en libérant consciemment le golem. Vous l'aurez compris, à Marmottin il se passe des choses, beaucoup de choses, mais étonnamment, très peu d'entre elles ont des répercussions sur Pic-au-Vent. Seul l'envoi de l'escouade jouera un rôle sur place, mais c'est tout. Plus jamais Marmottin n'influera sur le reste de l'autre intrigue, tout comme, pendant très longtemps, Pic-au-Vent n'influera pas non plus sur la DPA et le protocole. Il fallut attendre l'épisode 22 et la mort d'Oswald pour assister à la chute du mur qui séparait jusqu'alors les deux lignes et dans lequel des tunnels avaient été creusés pour voir apparaître des ponts et un recroisement des intrigues. C'est d'ailleurs drôle de voir à quel point cette narration a été représentée dans le lore, le point de la bataille entre Boglov et la DPA, l'exact milieu entre les deux villes, la jonction Pic-au-Vent-Marmottin. Ainsi, les lignes se croiseront et aucune des deux ne se terminera là. Du côté Marmottin, ils subiront l'année d'après ce que l'autre ligne, le côté Sattler-Boglov, et on le découvrira contumace, aura fomenté en un an. D'ailleurs, le fait que Sattler ait pu s'échapper a permis beaucoup de choses dans la suite du SSU, et à l'époque, on le sentait déjà venir, pour autant ça ne paraissait pas forcé non plus. En effet, l'autre gros point de succès dans ces intrigues, c'est leur crédibilité. Quand Ubik loupe ses tirs de mortier sur Sattler, ça fait Deus Ex, oui, sauf que l'homme de l'Est avait déjà loupé des tirs par le passé à plusieurs reprises. À plein de moments dans la série, des actions qu'on croit anodines au premier abord viennent faire gagner en profondeur les personnages et leurs actions, et ainsi justifier d'autres événements plus tardifs. C'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. Pour finir sur ces deux scénarios, j'aimerais aller encore plus loin. Je vous ai montré qu'on a vraiment deux histoires en une avec des tunnels ou des ponts, mais qu'aucune ne dépend vraiment de l'autre, car, provenant toutes les deux d'au moins le calendrier d'avant la fin des temps, mais on peut aller encore plus loin et montrer en quoi ça se marie aussi bien dans la même histoire, sans rendre une histoire moins intéressante qu'une autre, tout simplement car les deux utilisent les mêmes codes, mais à l'inverse. D'abord, l'aspect confinement. Pic-au-Vent est confiné naturellement, mais Marmottin aussi est confiné avec le protocole Centurion. D'ailleurs, Marmottin n'avait pas tant de raisons dans l'histoire d'être confiné, la menace étant distante et non imminente. Pour autant, la DPA força le destin de ce protocole pour le tester alors même qu'il n'y avait pas de motif. Au final, ce dernier se révéla concluant d'un point de vue protection, mais sa non-justification de par le présent du récit amènera les personnages à l'intérieur à créer des événements pour occuper l'espace narratif. Parfaitement bien réalisé, avec le trio marmotané évoqué plus tôt et le trio DPAesque, Guinard, Sattler, Phileas. Ensuite, sur la DPA, on peut aussi voir un miroir. Woodon et Phileas se ressemblent et occupent des fonctions similaires, sauf que l'un est un militaire censé et loyal en son chef qui le suivra par ailleurs, tandis que l'autre est l'homme de main préféré des politiciens. Les escouades aussi. Celle menée par Hartman sera se montrer utile et brave, tandis que celle menée par King Charles sera couarde et dangereuse. Puis le côté danger aussi. Le danger constant en Pic-au-Vent se transmet aussi à Marmottin sous une autre forme, la DPA est montrée comme hostile, à forte réaction et imprévisible. Elle menace et fait souffrir la population à de nombreuses reprises, en plus de les confiner pour aucune raison valable. Et au final, tout cela s'arrêtera des deux côtés lorsque la barrière de Pic-au-Vent tombera. Cela marquera en quelque sorte la fin du Centurion également, puisque la DPA passa en mode de combat avec une protection des civils plus contrainte que voulue et organisée. Et au final, les menaces de l'intérieur dans les deux camps se tueront pour laisser place à la menace extérieure qui nécessitera le concours de tous, Boglov. Ce qui fait que ces intrigues créent même deux visions de la DPA à la sortie, celle des hommes de Pic-au-Vent qui les verront comme des honnêtes gens, répondant aux ordres mais ayant du courage et des valeurs, alors qu'à Marmottin, ça sera la peste, le diable, des hommes lâches prêts à tout pour leur intérêt, qui n'auront aucun scrupule à se présenter antagonistes du bien. Cette dualité, vous l'aurez compris, elle est belle à analyser parce qu'elle est à la fois complémentaire et indépendante. Chacune de ces histoires existe pour la même raison, mais se poursuit pour des aspects bien différents. Voir les passerelles est aussi amusant car elles causeront des conséquences dans chacune des intrigues respectives, mais ne les feront pas se rejoindre pour autant. Au final, c'est un élément complètement extérieur à tout ça qui créera une union temporaire de toutes les intrigues et qui ensuite les refera changer de chemin. C'est pour moi la force de Pic-au-Vent qui a su jouer de ça pour nous plonger dans une histoire crescendo à l'atteinte d'un climax, et en le faisant bien, de manière logique et en restant cohérent dans son univers et dans sa propre diégèse. Voilà, je vous ai décrit ce qui fait que, pour moi, ce calendrier est une franche réussite. Deux éléments importants qui font que cette histoire réussie sont pareils et en devient une des meilleures du SSU. Mais j'ai pourtant omis des points. En effet, je ne pouvais dans mon axe de pensée présenté vous apporter certains autres aspects qui font pourtant de Pic-au-Vent ce que je vous en ai décrit plus tôt. Alors dans cette partie un peu plus fourre-tout, je voulais revenir sur quelques sujets. Déjà, le rythme d'un jour IRL, un jour du calendrier, est réussi dans cette édition. Je ne me souvenais pas que le 23h59 et minuit 1 arrivaient si tôt, et ça bien sûr c'est pas top, mais pour le reste je trouve que c'est bien maîtrisé, sans donner l'impression qu'il y a trop ou pas assez dans une journée.
Sans doute des fois, il doit y avoir des coquilles de timing et autres écarts, mais globalement, ça se passe bien. Quant au manque de scènes décrivant simplement les lances avancées ou les moments calmes du groupe, je pense que c'est une bonne chose qu'elle n'ait pas été une part importante du récit, à l'instar d'autres œuvres populaires. En effet, même si ça aurait contribué à donner de la profondeur au personnage, cela aurait cassé la dynamique de tension que le danger permanent apporte à l'histoire. C'était aussi de créer une attente IRL, d'un événement de l'histoire avec l'échange d'otages au 12 décembre dans le calendrier, donc 12 décembre dans la vraie vie. Je trouve que ça a ajouté une attente à l'époque, et même en relecture, qui est propre au format. Ensuite, je soulignerai le talent d'écriture de Super Flame en ce qui concerne les scènes de calme avant la tempête. Bien sûr, il sait aussi écrire l'avant et l'après, mais ces quelques minutes qui précèdent le drame sont toujours bien amenées. Il y a aussi un bon fusil de Chekhov avec les montagnes de cadavres présentées au début de l'histoire qui serviront par la suite dans la Marche des Morts, là aussi ça légitime l'histoire. Puis j'aimerais vous parler de deux scènes avant de passer à la quatrième et dernière partie de ce mon avis sûr. D'abord celle du golem que je regrette. Attention, je ne parle pas de la première mais de la deuxième. Je comprends ce qui a été fait pour la première et en soi ce qu'il se passe est logique. Seulement, le golem dans la deuxième n'était pas forcément obligé de rencontrer la DPA et aurait pu par exemple détruire la maison Capian et son occupante. Ça aurait créé une scène différente de la première car là, les deux se fondent beaucoup. Ensuite, la scène de l'omniscient. Il y a une telle emphase sur ce dernier tout au long de la série que le moment où il arrive apparaît presque comme un climax. Et c'est une minute de bonheur, de la description du narrateur à la voix du personnage, la justesse du dialogue avec Ravioli, une réussite. Puis on entre dans la dernière partie, avec là aussi un vrac de plusieurs éléments. Ici je vais vous parler d'éléments dans le lore que j'ai aimé, et moins de narration, ainsi que de la partie plus technique de l'histoire. Déjà Rico est âgé, non ? Genre vraiment, s'il a connu Oswald puis Cromwell, il doit avoir au moins 2 ou 300 ans. Je me demande comment il a tenu aussi longtemps, parce que ok, il était dans la porte 10 ans, mais en moyenne, un corbeau ça vit 15 ans, et si on prend les corbeaux d'Australie, 22 ans. Donc clairement, même en ayant passé un peu de temps dans la porte, je vois pas comment il en aurait passé assez pour tenir aussi longtemps. Mais bon, dans le SSU, entre Léo Valentin Bloom et lui, l'âge c'est pas une réussite. Je trouve ça drôle qu'au début de l'histoire, et Bloom et Fonck voulaient partir de Pic-au-Vent. Je me dis que Bloom était saoulé des événements et on se demande comment il a tenu les années d'après, mais ça c'est un autre sujet. Et Fonck, on n'aurait jamais pu l'avoir si important l'année d'après. D'ailleurs, en parlant de Fonck, je pense aussi que dans un univers alternatif où Odin n'était pas mort, le duo aurait pu très bien marcher auprès des auditeurs. Sinon, assez chouette de voir que Seth reste inclusif, que ce soit dans son écriture ou dans ses représentations. On a beaucoup de personnages féminins dans le SSU, même si on est d'accord, pas de principal. Par contre, ça ne se limite pas qu'au sexe, mais aussi à l'orientation, avec notamment l'amour homosexuel entre Mendes et Hudson. Puis pour en finir avec la police, parlons de Tassier aussi, qui a une grande légitimité envers ses hommes, notamment lorsqu'il accourt vers Wolf quand ce dernier décède. Tassier qui d'ailleurs foreshadowera le bâton d'Oswald en étant le premier à s'intéresser à lui et à chercher à savoir pourquoi il est ainsi. Et pour finir avec Tassier, il gagnera aussi en profondeur avec sa femme décédée notamment. En parlant de lui, je voudrais juste notifier la scène lunaire de l'épisode 13 où les personnages comparent la voix d'Hartman à celle de Tassier. On dirait vraiment les auditeurs qui s'expriment. Doit y avoir un contexte à ça, mais j'aimerais bien savoir. Sinon, parlons méchant un petit peu. Comment Boglov a prêché Otoli sous les Capians ? Vraiment, genre comment il a pu savoir au moment du calendrier, voire avant, parce qu'entre temps il était en prison, qu'il y allait avoir les événements de Pic-au-Vent. Bref. Sinon, comment il a rencontré Sattler puis Contumace, ça j'ai très envie de savoir. Retour à Marmottin, où je trouve cette scène intéressante. D'abord, celle de Marmottin FM, qui est, je trouve, un bon moyen de donner de la profondeur aux habitants, et celle de Phileas, qui veut voir les livres. Je trouve ça comique, bien sûr, mais aussi représentateur d'à quel point tous ceux de la DPA se battent pour des enjeux qui les dépassent, dont certains n'ont peut-être d'ailleurs jamais eu preuve de l'existence. Allez, avant-dernier sujet avant la partie technique, un peu d'Egadia. Déjà, comment Bennett connaît le panthéon des dieux sans connaître Egadia ? Ensuite, je trouve qu'on peut faire une belle comparaison, là aussi qui sait peut-être une autre base, entre les Cerbères et leur ASM face aux gardes occultes et leurs livres de l'Empire de Rockwell. Sinon, pour conclure avec l'Omniscient, déjà le fait qu'il soit aussi présent dans l'œuvre, mais en plus à la toute fin, me fait dire qu'il devait y avoir de plus gros plans pour lui à l'époque dans le SSU. Ensuite, par rapport à Anthony, je suis assez curieux de savoir comment un simple homme a eu ce pouvoir. Sachant que l'Omniscient est aussi décrit comme un simple homme par Super Flame, théorie improvisée, est-ce que Sattler était aussi un simple homme, sans le savoir, qui peut observer les gens sans qu'il le sache ? Ce qui expliquerait qu'il avait observé l'Omniscient sans qu'il s'en rende compte dans sa grotte. Puis comment ne pas parler du retour d'Oswald ? Perso, je ne le valide pas. Déjà, je trouve que ça retire de l'importance à sa scène de sacrifice. Si au final il revient à la fin, pourquoi s'est-il suicidé ? Puis ça va à contre-pied de ce côté Pic-au-Vent où tout avait des conséquences dangereuses au moindre écart. Tout ne peut malheureusement pas se finir bien. Puis même si on part du principe que c'est une intervention de l'Omniscient. Pourquoi il a fait ça ? Oswald l'année d'après apparaît tout nu et sortir « L'année je prends feu », trop tard, il a aucune raison d'être là et le plan de l'Omniscient tombe à l'eau. Puis si Oswald devait servir plus tard, j'attends toujours, car à part dans le sushi de la 5ème porte, que je valide pas des masses, et la clé de Il faut sauver Andrew, ça va, il a juste servi à crier Ravioli et a perdu beaucoup de malice et d'intelligence au fil des œuvres. Il y a que sur Tristo Blizzard qu'il le remet un peu sur selle, et encore, faudra attendre le prochain calendrier pour en être sûr. Ça c'était pour le lore, maintenant, côté technique. J'ai apprécié le nouveau mixage son plus proche de l'action comparé au Super Flame Story ou au calendrier. Par contre, en comparaison d'après ou d'aujourd'hui, c'est clairement moins bien. Avec un petit bémol, certains sons sortent de nulle part et des musiques coupent abruptement.
Mais justement, c'était cool d'avoir les musiques des démons d'Hugo, qui sont malheureusement plus utilisées aujourd'hui, et un nouveau générique composé spécialement pour l'occasion qui restera 3 ans sur YouTube et 2 sur Tellington. Sinon, l'apparition du titre dans la diégèse du récit à l'épisode 3 était hyper cool. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce calendrier, et vu la taille du script, je crois que c'était déjà pas mal. Pour ne pas trop m'étaler, je vous conseillerais juste d'aller écouter ou réécouter Pic au vent, que pour ses qualités dans l'univers et en tant qu'œuvre à part entière, je pense que ça fait une très bonne introduction audio au SSU, meilleure que le calendrier, et que c'est mon histoire préférée du SSU. Et voilà, c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me partager votre avis en commentaire, que ce soit celui sur le calendrier ou celui sur la vidéo, les deux me plairont. Comme vous le savez, cette vidéo est la 5ème de mon planning été où je reviens en force avec de nombreux projets. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? J'ai avancé vidéo par paquet, alors vos suggestions ne seront peut-être pas vues tout de suite, mais vous remarquerez les changements au fur et à mesure que les vidéos sortiront, et j'essaierai d'en tenir un maximum rigueur. Je vous attends sur mon Discord pour crapahuter, vous avez des news sur mon Twitter, les 4 chevaliers d'Apocalypse, like, abonnement, cloche pour les intéressés et partage pour les plus fifous d'entre vous. Sur ce, je vous fais la bise bien baveuse, prochaine vidéo riposte de Talion l'exilé, ciao et bon courage les nerds pour le montage.